Bonjour, aujourd'hui nous recevons le docteur Nicolas Sirvent. Bonjour. Merci, soyez le bienvenu. Donc on vous présente plus à Montpellier. Si, Si, quand même. un petit peu. Donc, vous êtes médecin, pédiatre, oncologue, vous êtes spécialiste du cancer de l'enfant. Vous vous occupez d'un pôle phare au CHU Arnaud de Villeneuve. Oui, le pôle femme-mère-enfant, effectivement. Alors, Le pôle phare, non, j'ai dit pôle oui, phare. j'ai bien compris. Le pôle femme-mère-enfant, je ne sais pas si c'est un pôle phare, il y a 12 pôles au CHU. Et On m'a dit que c'était un pôle phare. vous ne citez jamais vos sources. Non. Moi non plus. Donc vous êtes d'origine niçoise, 59 ans, 3 enfants, vous avez fait vos études à Nice. Oui. Voilà, vous êtes aussi au conseil d'administration du Fonds Guillem. Oui. Vous êtes prof de fac. Vous êtes très dévoué pour vos patients. Je fais le maximum, on dira. Voilà, passionné de musique classique, de football, supporter de l'OGC Nice. Qualité, vous aimez votre métier, consciencieux. C'est le métier qui vous éduque. Bah, oui, ça nous fait apprendre un certain nombre de valeurs, sans faire dans le pathos, ça nous apprend l'humilité, la relativité de toute chose, oui, effectivement, sans vouloir faire de philo, ouais, c'est pas une... Voilà, mais effectivement. Défaut têtu. Obstiné, c'est une qualité. Têtu, ça devient un défaut. Et ceux qui pourraient en parler le mieux sont mes enfants. Ok. Bon, ben, on évitera vos enfants. On va en parler la prochaine fois. Le numéro 951 de la Glorieuse. Donc, on va faire une virée chez les sapeurs-pompiers. Voilà. Ce pass sanitaire qui enflamme le 10-34. Chez les sapeurs-pompiers, le corporatisme se délite. Une minorité prend le maquis. Le maquis ou la garrigue. Suivant. Ensuite, on revient sur la politique. Hidalgo, Delga, Bourgi, le PS en mode présidentiel. On revient aussi sur l'affaire là, des animaux, de la SPA, les époux Pénézèche, de la gamelle à la vie de chien pour les salariés. Tout un programme. Vous suivez un petit peu l'actualité locale? Oui, je suis. Alors, De près ou de loin? Non, j'aime bien parcourir. Après, le détail, je ne le connais pas, mais... Voilà. Non, je trouve ça intéressant. Et on termine là, notre dossier sur Edgar Garfort, le Biterroir, ou la politique au long cours. C'est exact, avec des maximes qui sont restées dans les annales. Exactement. Voilà, donc Nicolas, votre parole est importante. Donc vous recevez environ 100 cancers d'enfants déclarés dans le Languedoc-Roussillon chaque année. 80 guérissent. Donc vous êtes sur un créneau de pédiatrie et de cancérologie qui est propice aux dons. On en est où aujourd'hui? Alors on est où, à quel sujet? Au sujet de la guérison, du pourcentage de guérison, du soutien, il y a beaucoup de sujets. On en est où? Bon, on va commencer par la maladie. On guérit 80% des cancers. Oui, 80%, ce qui est un bon résultat. Quand je parle de guérison, c'est des enfants qui n'entendront plus jamais parler de leur maladie. Hein. Donc c'est pas une rémission, c'est une vraie guérison. Donc c'est un chiffre... C'est en progression? Oui, c'est un chiffre qui est en progression. C'est un chiffre qui est sans aucune forfanterie ni interprétation meilleure que celui que l'on observe en cancérologie adulte. Il est de combien chez les cancers? Entre 50 et 60%, ça dépend du type de cancer. Mais la cancérologie pédiatrique a toujours eu de meilleurs résultats qui sont liés au fait que ce sont des maladies différentes. Alors c'est vrai que 80%, je le répète assez souvent aux étudiants, quand vous dites 80% en étant médecin, vous dites bah, c'est pas mal, on n'est pas si mauvais que ça. Et quand vous annoncez à une famille 80%, la seule chose à laquelle pensent les parents, c'est dans 20% des cas, on ne le guérit pas. Donc il y a encore 20% d'enfants pour qui on doit faire des progrès, pour qui on doit arriver à une guérison. Et puis pour tous les autres, il faut qu'on arrive à les guérir mieux, c'est-à-dire à moindre coût humain, parce que vous savez, le traitement de certains cancers, ça s'étale sur plusieurs mois, voire plusieurs années parfois. Et donc c'est quelque chose d'extrêmement lourd, d'extrêmement contraignant, à la fois humainement, psychologiquement aussi. Et donc guérir mieux, ça serait guérir avec moins de conséquences. Donc c'est un des vrais combats de la cancérologie pédiatrique, en plus d'arriver à guérir tous les enfants, mais ça, je ne pense pas que je le verrai de mon vivant.
Et les enfants guérissent plus rapidement que les adultes? Non, ils ne guérissent pas plus rapidement que les adultes. Si vous parlez en termes de, si vous parlez de délai de traitement, de durée de traitement, non, ils guérissent mieux parce que ce sont des maladies qui sont différentes de celles de l'adulte. On n'a pas du tout chez l'enfant ce que l'on voit, le cancer du poumon, ça n'existe pas chez l'enfant, le cancer du côlon, ça n'existe pas chez l'enfant. Le cancer, tout ce qui est lié au tabac, à l'alcool, les cancers oraux, ça n'existe pas, bien sûr, puisque chez l'enfant, Dieu merci, nous n'avons pas tous ces facteurs de risque environnementaux. Donc ce sont des maladies qui sont complètement différentes et pour lesquelles la chimiothérapie en particulier a été très efficace. Donc les résultats que l'on obtient sont pas comme des fois on aimerait le dire parce que les pédiatres sont les meilleurs médecins du monde par rapport aux médecins d'adultes. Non, c'est tout simplement que ce sont des maladies différentes, plus sensibles aux armes thérapeutiques dont on dispose. Ça se passe comment, la maladie chez l'enfant? Ça se passe avec des hospitalisations, ça dépend du type de traitement auquel on va avoir recours, mais souvent ce sont des hospitalisations pour faire le traitement, pour supporter les contraintes du traitement. Parfois, dans certains cas, on peut même être amené à hospitaliser des enfants dans ce que le public connaît en général, la notion de chambre bulle isolée, donc unité protégée. Eh bien, parfois, c'est plusieurs mois dans une unité protégée, dans une chambre, sans sortir, parce que le traitement, en particulier les greffes de moelle, entraîne une fragilité telle que si l'enfant vivait une vie normale, était en contact avec le monde extérieur sans protection, eh bien, il y aurait des conséquences dramatiques en termes d'infection. Donc oui, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, il y a des charges qui sont lourdes. Dieu merci, c'est pas toujours comme ça. Mais il y a certains cancers pour lesquels, effectivement, on a des semaines d'hospitalisation. Et les cas graves, c'est quoi? Les cas graves, c'est les cancers qui sont résistants au traitement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des armes thérapeutiques qui nous permettent d'obtenir de bons résultats. Mais dans tous ces cancers-là, on a quelques maladies, quelques formes particulières qui vont être particulièrement résistantes. On a des maladies pour lesquelles on a fait énormément de progrès, les maladies du sang, les maladies malignes du sang, en particulier les leucémies, les lymphomes. Le terme de leucémie, avant, quand on annonçait ça, c'était évidemment un choc, ça l'est toujours pour la famille, mais avec la notion qu'on n'arriverait pas à guérir. Or aujourd'hui, la leucémie, c'est d'abord la maladie la plus fréquente, c'est la maladie maligne la plus fréquente chez l'enfant, et c'est peut-être celle que l'on guérit le mieux avec, pour cette maladie-là, la leucémie, qui représente 25 à 30% des cancers de l'enfant, donc quelque chose de conséquent. On a des taux de guérison qui peuvent atteindre parfois 90%, voire plus. Donc c'est un petit peu variable en fonction du type de cancer auquel on a affaire. Et malheureusement, on a encore quelques cancers, quelques formes particulières pour lesquelles, si j'ose dire, on n'a pas fait de progrès depuis le temps maintenant lointain où j'étais interne et où j'ai vu qu'il y a eu des essais, il y a eu des tentatives d'approches différentes, mais on n'a pas vraiment fait de progrès. Ils ont besoin de quoi, ces enfants? Ils ont besoin d'abord d'avoir un accès à des soins de qualité. Aujourd'hui, on peut dire que l'organisation en France est bien faite, puisque où que vous soyez sur le territoire, vous aurez accès à un centre spécialisé, qui sont peu nombreux, il y a 30 centres qui font de l'oncologie pédiatrique, mais dans ces 30 centres, vous aurez la même qualité de traitement. Ce sont des maladies rares, hein, donc pour arriver à pouvoir bien traiter les enfants, il a fallu que chacun mutualise son expérience avec les autres et finalement on en arrive, fort heureusement, à avoir des lignes directrices qui sont partagées par tous. Et si j'ose dire, ça dépasse même le cadre national, puisque maintenant les protocoles de traitement, grâce à la diffusion d'informations que chacun connaît, sont partagés au niveau européen, au niveau outre-Atlantique, au niveau des États-Unis, du Canada. Alors bien évidemment, je ne parle ici que des pays dont le niveau socio-économique permet d'avoir accès à ces thérapeutiques. Il y a bien entendu toute une partie de la population pédiatrique de la planète qui n'a pas accès à ces traitements. Les pathologies infantiles, est-ce qu'elles ont subi un effet Covid? En général, oui. Dans mon domaine particulier, non. Dans le domaine de l'oncologie pédiatrique, il n'y a pas eu vraiment de différence, si vous parlez en termes de fréquence. Par contre, pour ce qu'on appelle la pédiatrie générale, c'est vrai qu'il y a eu moins d'infections classiques qu'on appelle les infections saisonnières, virales en hiver, mais pour la bonne et simple raison que les enfants étaient confinés. L'effet du confinement pour le Covid a eu cet effet bénéfique sur les autres pathologies de l'enfant infectieuses qui finalement n'ont pas eu lieu ou à un degré moindre ou un petit peu décalé.
À quel âge la vie de l'enfant est prioritaire? Précisez-moi votre question. Bah, c'est-à-dire, je suppose qu'à partir d'un certain âge, quand les enfants sont malades, atteints de cancer, c'est les parents qui décident, et puis à partir d'un certain âge, il y a une bascule. Oui, c'est une bonne question. Merci. C'est une très bonne question. C'est une très bonne question parce que, non mais ça a été un problème qui est d'ailleurs toujours d'actualité, qui est finalement l'autonomie de l'enfant en tant que... C'est une très très bonne question. Et la réponse, elle est simple, elle est finalement, elle n'est pas univoque. Elle est fonction de la maturité de l'enfant, de ce qu'on aurait pu appeler à l'époque l'âge de raison, en sachant bien entendu que la particularité de la pédiatrie, et est encore plus vrai en oncologie pédiatrique, c'est que vous n'êtes pas dans un dialogue singulier entre médecin et malade, vous êtes dans un, si j'ose dire, un ménage à trois, les parents, l'enfant et le médecin. Et donc, notre approche va être complètement différente entre un nourrisson, voire un nouveau-né, puisque ça peut survenir à la naissance, puis un grand adolescent de 16-17 ans qui a une autonomie, qui a parfois, et parfois même dans notre service, on prend en charge des enfants qui ont au-delà de 18 ans, qui ne sont plus des enfants, c'est des jeunes adultes. Et donc vous voyez bien que là, l'approche n'est pas du tout la même et que l'autonomie est différente. Mais il nous est arrivé, pour répondre très précisément à votre question, d'écouter ce que disait l'enfant, de suivre ce que disait l'adolescent, alors même que ça pouvait être en contradiction avec ce que pensaient les parents. Il y a un respect absolu, à condition que le raisonnement soit éclairé, qu'il y ait toutes les informations, de la volonté de l'enfant quand il est en âge de participer de manière éclairée. Ouais. D'accord. Je ne sais pas si je réponds à votre question. Vous n'avez pas dit... la question, c'était à quel âge la vie de l'enfant est prioritaire? Il y a un âge particulier où... La vie de l'enfant, elle est toujours prioritaire. D'accord. Pour nous, c'est le Graal, la vie de l'enfant. Non, la vie. Ah, la vie, d'accord, la vie de l'enfant. Excusez-moi, vous voyez, je ne comprenais pas votre question. Non, mais la vie. La vie, à quel âge il est prioritaire? Non, à partir du moment où son avis peut être considéré comme éclairé, raisonné, et à ce moment-là, c'est un partage. D'accord. Excusez-moi, donc depuis tout à l'heure, je ne vous réponds pas à la bonne question. La vie, L'. Voilà, absolument. Donc il n'y a pas d'âge. Non, il n'y a pas d'âge. Mais vous imaginez bien qu'un enfant de 3 ans... C'est l'âge éclairé, quoi. Voilà, l'âge éclairé, en sachant qu'il peut être variable en fonction des enfants. Mais en général, avant une dizaine d'années, c'est rare qu'on puisse avoir un avis qui soit totalement éclairé. Avec les mesures sanitaires, là, l'hospitalisation des enfants atteints du cancer s'est effectuée comment? Ça n'a pas changé énormément de choses dans la mesure où l'accompagnement de ces enfants en milieu hospitalier, compte tenu de la durée des hospitalisations, est quand même privilégié. Par contre, il y avait un respect strict des mesures sanitaires, sachant que la nature même des pathologies qu'on soigne et les conséquences faisait que déjà on prenait un certain nombre de précautions. Quand on a un enfant en unité protégée, en chambre isolée, ça n'est pas le Covid qui nous a fait changer l'approche. Par contre, on faisait attention pour les visites, bien entendu. On limitait le nombre d'accompagnants, mais il était hors de question de supprimer tout accompagnement pour des enfants qui étaient dans ces situations-là. Ou d'autres d'ailleurs. On dit que la détection, enfin, que la possibilité de soigner un cancer, c'est lié à la rapidité de la détection. Alors, c'est valable chez les adultes et chez les enfants aussi? Ben, moins, parce que si vous voulez, finalement votre question, elle rejoint un peu la question du dépistage. Oui. Il est clair que globalement, si vous prenez une maladie au tout début, a priori, ça sera plus facile qu'une maladie évoluée. C'est le premier point. Le deuxième point, c'est que chez l'adulte, il y a moyen de faire du dépistage parce qu'on a montré qu'il y avait certains examens, certaines techniques qui permettaient de savoir très tôt quand la maladie était présente. Or, je vous ai dit au début, ce sont des maladies différentes. Et le dépistage, ça n'existe pas chez l'enfant. Donc, il n'y a pas moyen de faire un dépistage pour essayer de prendre la maladie plus tôt. On prend les enfants en charge quand le diagnostic est posé. En général, il y a peu de retard parce que notre système de santé fait qu'on a accès facilement au médecin traitant, à la PMI, ce que vous voulez, et que c'est relativement précocement que les patients nous sont référés. Est-ce que vous pouvez nous parler du rôle des associations dans les aides pour les enfants? Oui, je peux vous en parler. Merci. Le rôle des associations est très important. Il est fondamental parce que malgré les moyens que l'État met à notre disposition,
ses moyens sont somme toute limités et qu'il y a un certain nombre d'actions menées par les associations qui nous permettent d'améliorer la qualité de vie de l'enfant, ce qui est quand même fondamental, en particulier pour des enfants qui vont être hospitalisés plusieurs mois. Et donc il y a beaucoup d'associations, et j'ai été frappé en arrivant en Languedoc-Roussillon, vous avez dit que j'étais d'origine niçoise, hein, c'est vrai, j'ai été frappé par la solidarité de cette région du Languedoc-Roussillon, avec des actions, diverses associations, une grande générosité, une grande empathie, un grand soutien, qui ne se manifeste pas uniquement par des mots, mais par des actions et puis par des dons qui nous permettent d'améliorer les choses. Hein. Les enfants, chez nous, ils bénéficient d'une éducatrice qui est là, de clowns, d'activités sportives, de sophrologie, de personnes qui viennent pour leur faire du dessin. Et tout ça, ça n'est possible que grâce aux associations. Donc j'en profite là pour les remercier. Je n'en citerai pas une plus que l'autre. Il y a par exemple le Rotary là, qui donne un concert le 30 septembre là, pour la qualité de vie de vos enfants hospitalisés. L'année dernière, ils ont récolté 18 000 euros. Cette année, c'est un violoniste, Alexandre Bereski, là, qui fait un concerto. Voilà, ça permet en quoi d'améliorer la qualité de vie des enfants? Ça permet d'acquérir du matériel qui peut leur permettre, par exemple, d'être plus facilement en contact avec l'extérieur, ou il y avait un projet pour améliorer la qualité de vie. Ce sont des casques de réalité virtuelle qui peuvent aider à supporter des gestes qui peuvent être, ou des situations qui peuvent être traumatisantes. Et ça, l'hôpital ne peut pas nous dire je vais vous acheter des casques de réalité virtuelle. Et donc ces associations-là, c'est un exemple parmi d'autres, sont extrêmement importantes pour ce genre de choses. Et j'ajoute que c'est pas seulement pour le loisir ou le confort. Dans certains cas, ces associations nous aident à acquérir parfois un matériel particulièrement sophistiqué qui nous permet d'être actifs presque médicalement. Donc, encore une fois, grand merci. Et dans le concert du Rotary, il y a aussi un élément qui est important, c'est que ça se fait sur la durée. Des fois, vous avez des gens qui font une action et on les remercie, mais il y a aussi des associations qui nous accompagnent chaque année. Je ne veux en citer aucune. Citez-en une. Non, parce qu'il y en a tellement que chacun dira qu'il y a l'association pour les hébergements. Alors l'association La Clé, oui, ça je peux en parler, puisque depuis de nombreuses années, cette association, avant même que j'arrive à Montpellier, s'occupait de l'hébergement des parents hospitalisés. Il faut comprendre que le centre de Montpellier reçoit des patients de toute la région. Donc quand vous avez un petit patient de Perpignan qui doit être hospitalisé 1 mois, 1 mois et demi, 2 mois non-stop en unité protégée, où vont loger les parents? Et donc La Clé, qui a été créée par monsieur et madame Galzi, est une association qui permet de les héberger. Il y a d'autres associations qui prennent le relais. Et la maison des parents, Voilà, l'espace Renaissance aussi. On a là encore beaucoup de soutien. Des projets de scolarité pour les clowns. Oui, alors les clowns, c'est la Ligue là, c'est une association nationale qui nous aide aussi. Donc vraiment, oui, il y a beaucoup d'actions. Et beaucoup d'associations. D'accord, donc on va parler un peu vaccination. Si vous voulez. C'est un sujet médical qui est à l'ordre du jour en ce moment. J'ai cru comprendre. Selon vous, est-ce qu'il faut se faire vacciner? Je m'étonne que vous me posiez la question. C'est bien évidemment qu'il faut se faire vacciner. Écoutez, il paraît qu'il y a un Français sur 3 qui est contre la vaccination. Mais chacun a le droit d'avoir des opinions, et c'est tout à fait respectable. Ensuite, si vous voulez, il y a des chiffres. Vous me posez la question, ça dépasse un peu le cadre du cancer de l'enfant, mais je vais y répondre. Première chose, en réanimation, on voit qui est hospitalisé en soins critiques. On le voit, ça. C'est pas quelque chose d'éthéré, d'ésotérique, etc. On le voit. Et bien les gens qui sont hospitalisés en réanimation, ou les gens qui décèdent, c'est très grande majorité des gens qui ne sont pas vaccinés. Je ne dis pas que la vaccination protège du tout au tout, absolument. Mais là, ce sont des chiffres. C'est indiscutable. Et la deuxième chose, une étude vient de sortir récemment aux États-Unis qui a fait une analyse. Vous avez une chance de mourir qui est multipliée par 10 lorsque vous n'êtes pas vacciné. C'est des chiffres, voilà. Je m'arrête là. Ça explique pourquoi
je ne peux être que pour la vaccination. D'accord, parce qu'il y en a certains qui disent qu'il faut privilégier le libre consentement. Chacun fait comme il l'entend. Vous me demandez si je suis pour la vaccination. Je vous réponds, oui, je suis pour la vaccination. Parce que les enfants sont quand même à faible risque. Les enfants sont à faible risque, pas d'attraper le Covid ou pas de le transmettre, ils sont à faible risque de faire une maladie grave. Mais les enfants, ils vont contaminer les gens. Et donc, c'est un vecteur de transmission. Et donc, une fois que les choses auraient été cadrées avec rigueur et avec prudence, oui, on peut penser que la vaccination des enfants pourra être une aide. Là, aujourd'hui, on n'en est pas là. On est à partir de 12 ans, comme vous le savez. Tous les patients que je vois, je leur recommande de se faire vacciner. Et a fortiori, les patients que nous soignons dans notre unité, puisqu'ils sont particulièrement fragiles. D'accord. Il n'y a pas d'effet secondaire par rapport aux enfants qui sont en chimio ou qui sont en traitement? Non, justement, pour nous, cette possibilité de vaccination, c'est un plus, parce que par définition, ils sont fragiles, et comme vous le savez, le Covid va être d'autant plus agressif qu'il se situe sur des patients qui ont des comorbidités, qui sont fragiles. Donc c'est une chance pour nous que d'avoir la vaccination. Il faut se rendre compte qu'il y a des pays qui n'en ont pas et qui pleurent pour l'avoir. Parce que là, on arrive sur le troisième vaccin. Le rappel, vous voulez dire? Oui, le rappel. Oui, le rappel, absolument. Mais nous, on a des patients justement immunodéprimés pour qui il y aura sans doute nécessité, y compris peut-être chez des jeunes enfants, de faire un rappel vaccinal parce que leur immunité après la première vaccination aura diminué et que s'ils ne sont pas capables de se défendre, ça peut se finir très mal. Très bien. Pourquoi c'est difficile d'avoir des discussions sur ce sujet-là actuellement? Vous trouvez que je ne discute pas bien? Non, pas vous, mais avec ceux qui sont contre. Écoutez, Vous avez des collègues qui sont un peu contre ou dans l'ensemble? Très peu au niveau très peu au niveau des CHU, qu'il s'agit, pas le chiffre en tête, mais qu'il s'agit du personnel médical ou non médical. Je crois qu'il y a une très bonne adhésion. Après, c'est vrai que ça peut être compliqué d'adhérer à quelque chose qui apparaît peut-être un petit peu mystérieux. On parle d'ARN, enfin bon, l'ARN, il y a belle lurette qu'on sait ce que c'est. On en parle. Voilà. Et j'ai oublié d'ajouter une chose, puisque j'y pense là. J'ai eu la chance dans mon jeune temps de faire une partie de mes études à Paris et j'ai pu passer, j'ai fait un stage dans le service du professeur Fischer. Vous savez, vous avez des groupies du professeur Raoult. Voilà. Ben moi, je ne le sais pas, mais je suis en quelque sorte une groupie du professeur Fischer. C'est quelqu'un dont vous savez aujourd'hui qu'il est le monsieur vaccin au niveau scientifique, au niveau de l'État. Et c'est quelqu'un pour qui j'ai une admiration absolue pour ses connaissances, son intégrité, son honnêteté et les conseils qu'il donne. Donc, si vous voulez, c'est aussi un argument pour moi pour dire qu'il faut se faire vacciner comme il le dit. D'accord. Traditionnellement, on termine par la question chapeau. Vous ne prenez pas le chapeau, vous prenez une question que vous nous lisez, s'il vous plaît. Elle est longue. Il y a eu l'affaire du sang contaminé dans les années 80, puis du Mediator, médicament mis sur le marché puis retiré. Comment faire pleinement confiance dans les décisions des dirigeants politiques en matière de santé? C'est une bonne question. Je ne pense pas qu'il faille faire pleinement confiance aux dirigeants politiques. Je pense par contre qu'il faut faire pleinement confiance à un raisonnement éclairé de scientifiques, à une controverse non agressive, à un doute raisonné. Donc ça, il faut y faire pleinement confiance. Donc je ne répondrai pas sur le plan politique, parce qu'effectivement, l'histoire nous a montré un certain nombre de choses, mais je suis pour, finalement, un petit peu pour, comme pour le siècle des Lumières, la raison, une raison adaptée au cas à chaque fois, avec des experts qui parlent. Je ne sais pas si... Ça a été clair, voilà. C'est clair. Je vous remercie. C'est moi qui vous remercie.